Merci au ciel de son invitation. Merci à Estelle de sa présentation. Et je voudrais dire le plaisir que j'ai de me retrouver devant des amis nombreux ici à l'Université de Lausanne pour parler de ce sujet quand l'illettré devient clergesse. Pourquoi une femme aurait-elle le désir d'écrire au Moyen-Âge, désir qui se dit, dans l'ancienne langue, le talent? Aurait-elle ce désir? Comment pourrait-elle le réaliser, elle dont l'entourage masculin ne voit pas la nécessité de lui apprendre à lire, sauf si l'on veut qu'elle devienne religieuse, encore moins à écrire? La femme idéalisée est chantée par les poètes et romanciers médiévaux, à l'enseigne de la formule « armes et amour ». Elle est condamnée sous la figure d'Ève par les moralistes ou exaltée sous les traits de Marie. Matière de poésie, objet de débat, la femme peut-elle passer au statut de sujet? C'est ce rôle actif de la femme dans le champ littéraire, ce que nous appelons littérature ne se dit pas encore avec ce terme à l'époque, donc c'est ce rôle actif que j'étudie. Ce qui m'intéresse n'est donc pas la représentation de la femme dans la littérature, représentation faite par d'autres, mais son action, soit qu'elle écrive, soit qu'elle joue un rôle dans la production littéraire, par la commande ou une activité telle que la copie, ou qu'elle intervienne dans sa réception par la lecture. Ce rapport aux lettres se fait essentiellement par le médium de la langue vernaculaire, le français, dans toutes les variétés qu'il offre au Moyen-Âge. En d'autres termes, c'est l'arrivée sur la scène littéraire de l'illettré qui fait l'objet de mon enquête, puisque c'est ainsi que le clerc médiéval pense quelqu'un qui ne sait pas le latin. S'il m'arrive de parler des femmes écrivant latin, ce sera seulement dans un esprit de comparaison. Mon sujet est vraiment la femme qui écrit en français. Alors je vais commencer par une petite réflexion sur ce que j'appelle le déni et le paradoxe. On répète à l'envi, il n'y a pas de femmes qui écrivent au Moyen-Âge, ou il y en a peu, certes, mais surtout, comment fait-on pour ne pas les voir? Toute spécialité, historien, critique littéraire, ou tendance critique ou théorique confondue, se donne la main, on fait un bouquet, et on peut faire un bouquet, et je me suis permis de le faire, mais je vais ne pas vous l'assommer avec ce bouquet, on peut faire un bouquet de ses aveuglements ou de ses rejets. Un historien écrit, jetez les noms volontairement, mais je peux les dire après à l'oreille à ceux que ça intéresserait. Un historien écrit en 2007, c'est pas si vieux, La comtesse de Die ou Marie de France et ses laits, si elles ont existé. Ou encore, toujours à propos de la comtesse de Die, un critique lacanien en 2019, et pour autant qu'elle ne soit pas une fiction littéraire comme Louise Labbé. En d'autres termes, la femme qui écrit est un homme. On cherche la main de l'homme derrière celle de la femme qui écrit. Christine de Pisan a été en but de son temps à cette accusation, et elle la dénonce. Dame Opinion, dans le livre de Christine La Vision, lui rappelle cette rumeur, car certains disent que clerc ou religieux les te forge, donc te forge tes écrits, et que de sentement de femme, il ne faut pas faire de contresens sur sentiment, de l'esprit d'une femme, venir ne puisse. Ce désir s'accompagne, ce déni s'accompagne c'est joli ça, ce déni s'accompagne du paradoxe suivant au cours des âges. On remplace les femmes attestées que l'on rencontre par des femmes inventées. Elles sont mieux dans le goût du critique qui lit, plus conformes aux attentes de ce que peut et doit écrire une femme. Le plus bel exemple en est l'invention, au tournant du XVIIIe siècle, à l'époque des surpercheries littéraires et du goût troubadour, donc l'invention de Clotilde de Surville
poète supposé du XVe siècle. Une édition de ses poésies paraît en 1803, qui connaît le succès avec une deuxième et troisième édition en 1804, et ses œuvres sont à nouveau publiées en 1824, puis augmentées en 1827 avec la parution de poésie inédite. Je vous assomme avec ces chiffres, simplement pour montrer, ça a été un succès de librairie. Et dans une anthologie de 1824, les poètes français depuis le XIIe siècle jusqu'à Malherbe, cette femme occupe plus de place que Christine de Pisan. Elle correspond en effet, et pour cause, au goût de l'époque. C'est une mère qui se présente penchée sur un berceau. La première pierre du recueil s'intitule « Verselet à mon premier-né ». L'éditeur, Charles Vanderbourg, le jeu avec le diminutif est assez significatif. Il ne vaut pas pour tout, mais enfin quand même. L'éditeur, qui est Charles Vanderbourg, a de plus ouvert le volume sur une histoire de la poésie française écrite par des femmes. J'avoue que ce texte m'a toujours fasciné. L'étude se serait trouvée dans les papiers laissés par Monsieur de Surville, donc le descendant et découvreur des poésies de son aïeul. Et cette histoire part de Héloïse et égrène un chapelet de noms féminins trouvés pour certains chez les érudits des siècles précédents, femmes que l'on dote alors d'éléments biographiques et de bribes d'œuvres. Il s'agit d'une généalogie féminine entièrement fantasmée de la poésie. J'avoue que c'est un document assez extraordinaire qui mériterait une véritable étude. On invente aussi des femmes fondatrices d'institutions littéraires alors qu'elles n'y sont peu ou pas représentées. Ainsi, il n'y a aucune femme dans la cour amoureuse dite de Charles VI au début du XVe siècle, qui comporte pourtant un grand nombre de membres. Cette invention de femmes législatrices, régentes en poésie, est ce que fait, par exemple, Jean de Notre-Dame au XVIe siècle, quand il lance Clémence Isor comme restauratrice des jeux floraux à Toulouse. C'est la femme décor de salon, si je peux dire. Derrière le déni, on trouve le malaise dans la nomination de la femme qui écrit, tout particulièrement pour les critiques du début du XXe siècle. La féminisation des noms de profession ne pose pas en effet de problème au Moyen-Âge. On féminise, réformeresse, demanderesse, etc. Mais cette féminisation pose un problème à l'époque contemporaine. Et à l'époque contemporaine, surtout, je parle là du début du XXe siècle. Et on voit un critique qui est loin d'être un sot, Georges Dutrepont, en 1909, qui parle de l'ophorès. Donc il passe par l'anglais pour désigner Christine de Pisan. Pierre Champion, lui, a recours à la désignation par le statut marital, qui est un emploi étonnamment anachronique de la part d'un chartiste, qui est Pierre Champion. Et il l'appelle Mademoiselle Christine de Pisan ou Madame Christine de Pisan, avec en plus la graphie abrégée de ses titres, M-E-L-E, que je lis personnellement, peut-être que je lui fais un mauvais procès, mais que je lis personnellement comme une moquerie. Cet emploi gauche signe l'embarras devant un phénomène qu'on ne sait comment appréhender. On minore enfin le rôle de l'écrivaine d'une manière ou d'une autre par des affirmations du type « ce qu'écrit la femme plaît avant tout aux femmes ». On veut limiter leur public, leur influence. Cette minoration est déjà présente au Moyen-Âge. C'est celle d'un contemporain de Marie de France, Denis Pyramus, qui emploie le même type d'argument. L'écriture de la femme se doit d'être cantonnée, maintenue dans les marges. Quelle transgression doit donc opérer la femme pour écrire au Moyen-Âge ? Sa condition est pensée comme voulue par Dieu et vue comme seconde, dépendante, la fameuse côte de l'homme. Elle est résumée par le proverbe « pleurer, parler, filer, mit Dieu en femme ».
Dieu n'a pas mis dans la main de la femme la plume, mais la quenouille, d'où les injonctions que l'on peut entendre de la part des religieux, telles celles d'Étienne de la Miséricorde, qui est un cistercien, qui, en 1207, allait l'endroit d'Esclarmonde de Foix, qui voulait prendre part à un débat théologique autour des positions cathares, et lui enjoint « Allez filer votre quenouille ». Et la formule est devenue un proverbe qu'on peut suivre jusqu'à nos jours. La conséquence de cette transgression nécessaire pour la femme est la suivante. La femme savante est considérée comme une femme dénaturée au sens fort, c'est-à-dire un scandale. C'est ainsi que se constitue, me semble-t-il, la figure de la sorcière. La femme qui sait est toujours, quelle que soit la nature de son savoir, une sorcière. J'ai été frappée que le nom déformé d'Héloïse soit celui donné à la sorcière du château de Nigromance, le château de la magie noire, dans le Morte d'Arthur, de Malory. Le nom, c'est Aloès, transcription phonétique du nom de l'amante d'Amélard. Donc, ce que je voudrais exposer ce soir, ce sont les idées reçues que l'enquête que j'ai menée donc, pour le livre que Estelle a eu la gentillesse de montrer, les idées reçues que l'enquête, me semble-t-il, permettent de contester. Mon premier point concernera les genres pratiqués. L'opinion commune veut qu'il y ait des genres plus spécifiquement féminins. Ce sentiment, cette impression, tiennent au présupposé que opinion, si je parle comme Christine de Pisan, si j'en fais une allégorie, que opinion véhicule. Premier préjugé, la femme est avant tout une mère. Et je viens de l'évoquer avec l'invention de Clotilde de Surville. Mais même pour des auteurs bien intentionnés, le premier titre de gloire de l'écrivaine reste la maternité. Dans son panégyrique du chevalier sans reproche de 1528, Jean Bouchet loue Christine de Pisan. Et il le loue d'avoir su, d'après lui, il lui prête même plus qu'on ne lui donne d'habitude, d'avoir su la langue grecque et la langue latine. Mais surtout, d'avoir été la mère de Castel, homme de parfaite éloquence. Bouchet pense soit au fils, soit au petit-fils de Christine de Pisan, Jean de Castel. Les deux descendants portent le même nom de baptême. Mais la femme est admirable, non en ce qu'elle crée des œuvres d'esprit, mais des œuvres de chair. La femme va donc en priorité, le raisonnement mériterait d'être analysé dans le détail, mais je vais vite. La femme va donc en priorité s'adresser aux enfants, à ses propres enfants, et plus largement à de jeunes garçons ou filles à éduquer. La femme serait prédestinée à l'écriture de traités d'éducation. On voit même au XIXe siècle des hommes prendre des pseudonymes féminins lorsqu'ils publient des traités d'instruction élémentaire. C'est le cas de Théodore Lefebvre qui, en 1863, signe sous le pseudonyme de Madame Doudet. Il ne savait pas encore que le nom deviendrait célèbre, mais il en a eu l'intuition. Donc, il signe sous ce nom d'emprunt. Et Madame Doudet, il ne signe pas avec un prénom. C'est-à-dire, l'indication, j'y insiste un petit peu, mais l'indication du statut marital est extrêmement importante. Donc, il signe sous ce nom son nouvel alphabet des premières connaissances. Le deuxième a priori est que la femme n'étant pas formée à l'écriture ne va pratiquer que des genres relevant de la vie courante et, au premier chef, la lettre, de quelque ordre qu'elle soit. Ces impressions résistent-elles à l'épreuve des faits? Des femmes au Moyen-Âge ont écrit des traités d'éducation, mais pas en tant que genre du traité d'éducation, pour des raisons éminemment personnelles. C'est le cas en particulier, c'est un texte magnifique, entre 841 et 843 de la princesse Duodare, épouse de Bernard, duc de Septimanie, qui vit séparée du duc et
elle rédige en latin un traité pour son fils que son père a rappelé auprès de lui. C'est le Liber Manualis, qui a été extrêmement bien édité. Il s'agit en fait d'un miroir des princes, mais aussi, pour Duoda, d'un livre de consolation. Il doit, ce livre, la représenter auprès de ce fils et être pour lui un miroir grâce auquel il apprendra à se conduire. Le jeune homme a 16 ans. Ce qui m'a intéressé dans ce texte, c'est l'entrée en texte. Une entrée en texte avec une multiplication des commencements. Incipit, c'est un texte en latin, incipit textus, incipit liber, incipit prologus, praefatio. Et il me semble que cette difficulté à commencer dit avec éloquence la difficulté pour une femme de se mettre à écrire. Alors certes, à la même époque, Ottfried de Wissembourg offre le même procédé de préfaces multiples à l'ouverture de son livre des évangiles. Mais c'est que lui, il s'essaie à un autre type de commencement, l'écriture non plus en latin, mais en vernaculaire, à savoir le vieux haut allemand en l'occurrence. Duoda écrit en latin, mais il y a bien une barrière à franchir pour une femme qui veut accéder à une parole personnelle. Christine de Pisan, au XVe siècle, se livre à ce genre de deux manières, directe et indirecte. Directement, elle écrit un traité intitulé dans les manuscrits « Les enseignements que je, Christine, donne à Jehan de Castel, mon fils ». Il figure aussi dans d'autres manuscrits sous le titre « Les enseignements moraux ». L'œuvre est très répandue. Il s'agit de 113 quatrains d'octosyllabes qui donnent des conseils de conduite selon les différents choix de carrière envisagés pour le jeune homme, mais insiste toujours sur l'importance de l'éducation et de la lecture. Indirectement, elle écrit un traité d'éducation pour un jeune prince à travers l'allégorie de la déesse Othéa, déesse de sapience, qui envoie une lettre au jeune Hector de Troie quand il était en l'âge de 15 ans. Cette épître Othéa a connu un immense succès. On l'a conservée dans une 50aine de manuscrits, et Christine écrit aussi un traité d'éducation pour les dames, selon leur état, le livre des 3 vertus. Dans sa mouvance, une dame laisse, à la fin du XVe siècle, des enseignements à ses 2 fils en forme de testament. On lit ce texte en prose, qui ne s'adresse en fait qu'à l'un des fils de la dame, dans un manuscrit de la Bibliothèque nationale de France. Cette dame déplore qu'à la cour, des gens trouvent honorable d'attaquer les femmes qui ne peuvent se défendre, dit-elle, ni avec l'épée, ni par la parole, car à l'école, femmes ne vont. Elle donne des conseils à son fils, en particulier quant à l'enseignement de ses propres filles, fait-les lire et écrire, supposer qu'aucun ne veuille que femme sache l'être, qui met à vie abus, car plus l'on sait et plus l'on vaut. Elle a donc bien retenu la leçon de Christine de Pisan, sur l'éloge de laquelle, d'ailleurs, elle termine son texte. Plus surprenant d'un point de vue moderne, on ne rencontre pas, à ma connaissance, de nom de femmes ayant écrit ce que l'on appelle déjà au XIIe siècle des romans, c'est-à-dire des textes longs de fiction. Marie de France écrit des laits, dont le plus long, Élie-Duc, ne dépasse pas 1184 vers. Christine de Pisan, pour l'aspect fictionnel de son œuvre, écrit des dits. Comment comprendre le phénomène ? La femme qui écrit se trouve majoritairement dans un couvent. Et l'écriture de divertissement, ce que les religieux appellent l'écriture de vanité, ne lui convient pas. En outre, si je regarde les femmes mystiques, les femmes qui, de l'intérieur des couvents, ont pratiqué l'écriture dans le sens du mysticisme, ces femmes pensent l'écriture brève comme un signe d'élection. Le livre qui apparaît à Marguerite Douin dans l'expérience qu'elle rapporte dans son miroir ne comporte que 2 pages. Et chez Marguerite Porrette, la longueur est le propre des disciples de raison.
Elle est porteuse d'ennui, alors que la concision est la marque de l'intelligence d'amour. Pour les femmes dans le siècle, la pression sociale, poids des convenances, rôle des confesseurs, voue la femme à une écriture morale. De plus, quant à la longueur, peut-on imaginer qu'indirectement, de manière ironique, ces écrivaines répondent inconsciemment peut-être à l'accusation de loquacité portée contre la femme par les misogynes. J'avoue que ce type d'ironie ne messiérait pas à Christine de Pisan. Et les conventions s'inscrivent dans la longue lurée. En 1967, Louis Aragon, qui est un auteur que j'aime beaucoup, dans son roman Blanche ou l'oubli, prête à son narrateur les mots suivants. Il admettait de penser que Blanche, donc l'héroïne du roman, écrivit au sens inférieur de ce mot, des lettres à une amie en France, les comptes de son ménage, un journal comme une jeune fille, que sais-je. Mais non pas qu'elle se mit à écrire, il met le mot en italique, ce qui s'appelle écrire, c'est-à-dire à se servir de l'écriture comme d'une machine à inventer, à imaginer. La lectrice, par ses choix, rétablit en partie l'équilibre. Bon, je ne vais pas parler de ça ce soir, mais c'est un chapitre que j'ai traité dans le livre. Deuxième idée reçue que j'ai essayé d'analyser, de voir si elle prêtait à contradiction, les sujets traités. La femme parle-t-elle uniquement d'amour? Non. Et en particulier, pas de l'amour dit courtois, qui est une invention d'homme. Quand la femme parle d'amour, elle parle du désir, comme les femmes troubadours, qui en parlent de manière directe. Ainsi, la comtesse de Die déclare, je voudrais bien tenir un soir mon chevalier nu dans mes bras et lui servir de coussin. La poésie des femmes poètes d'Occitanie, je n'emploie pas volontairement le mot Treubeieritz, parce qu'il n'apparaît très peu dans la littérature de Languedoc, une fois dans Flamenca. Et donc, en fait, c'est presque une construction pour faire comme s'il y avait, face aux troubadours, un groupe de femmes Treubeieritz. Mais les chiffres sont parlants. Enfin, si vous avez d'un côté 1000 hommes, vous avez de l'autre côté 10 femmes. Enfin, les chiffres sont extraordinaires. Et la poésie des femmes d'Occitanie n'est pas le miroir de celle des hommes. Elle n'est pas le revers. En assumant la position de sujet, la femme change la donne. Elle chante la trahison, l'abandon, la douleur d'aimer qui succède à la joie. À l'inverse de celle des hommes, la poésie des femmes troubadours est tournée vers le passé, alors que celle des hommes est toujours dans la demande, dans la conquête. Si je prends le cas de Marie de France, elle, dans ses laits, parle des interdits liés à l'amour et de leur transgression. Les sujets qu'elle aborde offrent toute la gamme possible des rapports de l'homme et de la femme. Union déséquilibrée d'un vieil homme et d'une jeune femme qui aboutit à la mort de l'amant, mort symbolique dans le lait de la Haustique, sous les espèces donc du rossignol, mort effective dans Dionec, naissance d'un enfant hors mariage qui tue le mari officiel, Dionec, ou qui marie à la fin ses parents, Millon, comme exemple de poésie courtoise, on peut dire. 4, en effet, des 12 laits de Marie offrent une figure de mal marié. Guigemard, Dionec, Millon et le Laustique. D'autres situations se présentent. Mariage par convenance de lignage, c'est le cas de Fresne, avec une jeune fille qui est en fait la sœur jumelle de celle qu'aime le héros. Mariage aussitôt annulé, une fois l'identité noble de la jeune fille aimée reconnue. Marie entre deux femmes, c'est le cas d'Éliduc, où l'épouse s'efface en se faisant religieuse, mais où les deux membres du nouveau couple finissent au bout d'un temps par entrer également en religion. Père qui aime trop sa fille pour accepter qu'elle se marie, ce sont les deux amants. Retrouvailles pour le couple de Tristan et Iseux, cette dernière étant désignée seulement par son titre, la reine, dans le lait du chèvrefeuille. Marie explore la liberté d'aimer pour l'homme comme pour la femme. L'Enval refuse l'amour de Guenièvre pour celui de la fée.
La dame du lait des 4 deuils, ou lait du Chétivel, ne veut pas choisir entre ces 4 chevaliers servants et leur accorde à tous des faveurs, ce qui conduit 3 d'entre eux à la mort. Hijmar, au début de son aventure, est incapable d'aimer, de tant y haute mépris nature que ongle de nul amour notre cure. En cela, nature s'était trompée, car il était insensible à l'amour. La dame souvent se déclare la première, comme Guiliadon dans Éliduc. Donc Marie ne se pose aucun interdit dans l'exposition de la complexité des rapports humains, dans l'imbroglio des naissances et des filiations, dans l'obscurité des désirs. Ainsi que l'affirme le lait d'Équitant, telle est la mesure d'amour que nul n'y doit raison garder. C'est magnifique, hein. Si je traduis, telle est la mesure en amour que nul n'y peut garder raison au sens de mesure, que nul n'y peut garder mesure. Christine de Pisan, enfin, se livre à une critique en règle de l'amour courtois et loue, en opposition, en ce qui la concerne, le mariage heureux. Mais la femme peut parler de tout autre sujet, et en particulier d'histoire, de philosophie et de religion, de politique, et pratiquer une écriture polémique. On le constate dans le cas des femmes du Midi, au moment de la croisade des Albigeois. Donc on voit ces textes Cervantes satiriques de femmes à propos de ce problème, de cette question, et on le vérifie avec Christine de Pisan, qui lance la querelle autour du roman de la Rose. Une femme s'attaque à un clerc, le plus célèbre, le plus révéré, Jean de Meun. La position de Christine par rapport à l'amour et au savoir est admirablement synthétisée dans son traitement de l'exemple de Sappho. J'ai pris cela parce que je sais que vous avez eu une séance la semaine précédente autour de Sappho. Donc le traitement que Christine réserve à Sappho dans La Cité des Dames, qu'on peut comparer à la façon dont Boccace présente la poétesse dans son De Mulieribus Claris. Christine de Pisan poursuit 2 bouts. Exalter les pouvoirs intellectuels de la femme, minimiser sa dépendance à l'homme à laquelle l'assujettit l'amour. Dans le livre de La Cité des Dames, Christine indique donc que Sappho a écrit chansons et dictées, lait et plaintes pleurables et lamentations étranges d'amour, et elle ajoute ce qu'elle ne trouve pas chez Boccace, et d'autres sentiments, d'amour et d'autres sentiments, d'autres sujets. Elle complète l'histoire de Sappho d'une anecdote qui provient d'une erreur dans la traduction que Simon de Hédin et Nicolas de Gonesse, ce dernier est un exact contemporain de Christine, ont donné de Valère Maxime. On trouve en effet chez Valère Maxime qu'à sa mort, Platon avait à son chevet les mimes de Sophron, sub capite Sophronis mimos. Les 2 traducteurs ne connaissent pas Sophron et ils traduisent eu dessous son chef les ménestres Sappho. L'anecdote plaît à Christine en ce qu'elle apporte une caution scientifique de poids par la garantie d'une autorité, Platon, aux écrits de la poétesse grecque. Elle la rapporte dans le livre de La Cité des Dames et elle la reprend dans le livre du Corps de Polycie où, parlant de la mort de Platon, elle écrit « Si parut bien même à sa mort l'amour qu'il avait toujours à toute manière de livre, car on trouva qu'ôte lui les livres d'une femme poète qui avait nom Sappho, qui écrivait d'amour en vers joyeux et gracieux, se dit Horace. » L'amour qu'il portait, bon, je ne traduis pas, vous avez suivi. Ce qui m'importe, c'est que Christine use d'une double stratégie. Pour elle, Sappho a écrit non seulement d'amour, mais aussi d'autres sentiments. Et si elle a bien écrit des plaintes pleurables et des lamentations d'amour, la manière du faire, selon une distinction que fait Guillaume de Machaut, était joyeuse. Elle a écrit d'amour, c'est la citation que je viens de faire, en vers joyeux et gracieux. Donc, la femme ne doit plus être confinée à un seul type d'écriture et à une seule expérience, la douleur. Plus
de pleurer, plus de parler, plus de filer, si je reviens au proverbe que je citais au début. Christine s'emploie donc à estomper le lien de l'écriture féminine à l'amour et à mettre en évidence, au contraire, le lien de cette écriture au savoir. Elle intitule le chapitre qu'elle consacre à Sappho, si dit de Sappho, la très subtile femme poète et philosophe. Le titre de philosophe est le compliment suprême pour Christine, supérieur même à la désignation de clergesse, qui est laudatif, et qui s'applique dans la cité des dames à Carmentis, à Cassandre et à Sainte-Catherine, donc à des femmes lettrées, des femmes de savoir. Mais pour Sappho, on a ce mot supérieur, poète et philosophe. Bon, l'enquête que j'ai menée me permet-elle de cerner, de saisir des traits de l'écriture des femmes? J'observe tout d'abord une coloration genrée des images. Les deux grands réseaux de comparaison du travail de l'écrivain sont repensés, celui de l'écriture comme labour et semence, et celui de la forge. Dans le premier, l'écriture comme labour, l'accent est mis dans l'écriture des femmes moins sur l'image masculine du labour, le sexe masculin qui laboure la matrice de la femme selon Jean Demain, que sur l'image de la fleur, de la plante qui fleurit et porte des fruits. C'est le cas chez Marie de France, dans son prologue général, c'est le cas chez Christine de Pisan. Dans le second réseau, avec ses marteaux frappant la matière, marteaux égalés aux organes masculins de la génération, la forge masculine se transforme en forge féminine, cuisine de nature qui fabrique les hommes au début de la vision, comme on fait les gaufres à Paris. Je me permets une petite anecdote au passage. Quand j'enseignais à Genève, on m'avait demandé, je devais être directrice du département à l'époque, de trouver une image pour illustrer notre présentation de ce que nous faisions. Et j'avais proposé, j'ai donné, ça parut dans certains des fascicules, l'image elle est représentée dans les manuscrits, de la Dame Nature, donc de l'allégorie nature, qui est dans sa cuisine. Et j'avoue que certains de mes collègues, ils ont laissé passer un tout petit peu de temps, ils n'ont pas réagi tout de suite, soit qu'ils n'aient pas lu le petit volume, soit qu'ils aient mis du temps à m'avouer que ça ne passait pas. Et ils m'ont dit, c'est pas assez noble. Enfin, quelque chose comme, je ne me rappelle plus, j'aurais dû noter l'adjectif. Enfin, une femme dans sa cuisine pour présenter le département d'études médiévales, c'est pas grand-chose. Je maintiens que la cuisinière, la nature cuisinière, c'est pas n'importe quelle dame, de la vision Christine n'est pas rien, même si elle fait des gaufres. Moi, j'adore les gaufres. Comment on fait des gaufres à Paris? Enfin, je veux dire, non, c'est ça, c'est la force de l'écriture féminine. C'est-à-dire une sorte de concret. C'est pas nature dans sa cuisine. Bon, elle fait les hommes dans des moules. Comme on fait des gaufres à Paris. C'est magnifique, oui, franchement magnifique. Alors, que je ne perde pas le fil de ma pensée. La forge est bien sûr représentée, mais je ne m'arrête pas, c'est plus banal si j'ose dire, par la maternité, par l'engendrement d'enfants dans le ventre de la femme, et on a toute une série d'images de Christine qui renvoient à ce type de forge. Et enfin, certains mots semblent privilégiés par l'autrice pour caractériser son écriture, mots qui sonnent d'ordinaire dans la bouche des hommes comme des reproches à son endroit. Et j'en ai relevé quelques-uns que je me promets d'analyser plus en détail, des mots comme passionné ou comme véhément. Et véhément, c'est un mot fabuleux aussi, parce qu'on le trouve en particulier dans l'écriture des femmes mystiques. Donc cette force de ce qu'elles reçoivent, il y a une véhémence, et la véhémence, c'est pas comme ça qu'on veut voir la femme, hein. On voudrait la voir toute douce, etc. Passionnée, c'est pas un compliment au Moyen-Âge d'être passionné. Donc c'est des choses qui sont intéressantes. Mais ce qui me semble ressortir de l'enquête et que je retiens, c'est que la femme écrit de la marge due à son sexe, mais aussi à sa langue. Languedoc, avec les fameuses Treuberitz, franco-provençale, avec Marguerite Douin,
faux français d'Angleterre, ainsi que le nomme la nonne qui rédige la vie d'Édouard le Confesseur. Ces origines disent quelque chose des sociétés et des systèmes politiques dont ces femmes sont issues. Les sociétés du Midi ont en effet octroyé à la femme un statut plus libéral que la France du Nord. Ça a été très bien démontré par les historiens, et en particulier par le rôle d'une grande dame qui s'appelle Ermengarde de Narbonne, qui a dirigé son comté. Christine de Pisan, elle, vient d'Italie. Marie de France choisit de raconter en anglo-normand à partir de l'ép-breton, et non, elle le précise, de traduire du latin, ce qu'elle sait faire et qu'elle fait par ailleurs. Donc, me semble-t-il, la promotion de l'autrice et de la langue française vont de pair. L'une et l'autre conquièrent leur place sur le latin. La femme et la langue française mènent un même combat de l'indignité à l'affirmation. D'illettré à Clergès. Je vous remercie.